Ok, voilà un scénario pour vous. Imaginez qu'une sextape de vous a fuité sur internet. Tout le monde peut vous voir à poil. Votre famille, vos amis, vos collègues. Comment est-ce que vous réagissez? Est-ce que vous vous dites que ça peut potentiellement être la meilleure chose qui vous soit arrivée dans votre vie? Est-ce que vous voyez un moyen d'utiliser cette sextape pour devenir milliardaire? Je me rends compte que ces questions ressemblent à une mauvaise blague. Mais pourtant, c'est exactement ce qui est arrivé à Kim Kardashian. Le magazine Forbes estime sa fortune à plus d'1 milliard de dollars. Sa marque de cosmétiques, lancée il y a à peine 4 ans, est déjà valorisée à 700 millions de dollars et sa marque de vêtements est estimée à 500 millions. Et oui, tout ça est parti d'une sextape. Donc passer de « je me retrouve accidentellement dans un porno » à « je dirige une boîte évaluée à 700 millions de dollars et Forbes m'interviewe pour parler business », c'est un sacré coup de jujitsu marketing. Du coup, vous me connaissez, j'ai voulu comprendre comment Kim Kardashian a fait ça. Et je vous vois arriver dans les commentaires avec vos petits doigts frustrés pour me dire qu'il n'y a rien à comprendre et que c'est juste la société moderne qui part en sucette dans la quête de l'image, etc. C'est comme les gens qui commentent ma vidéo sur The Rock en écrivant « il a juste pris des stéroïdes ». Comme si chaque mec qui se faisait une picouse dans les vestiaires d'une salle de sport devenait automatiquement une célébrité mondiale. Comme s'il n'y avait pas une stratégie parfaitement exécutée derrière les biceps démesurés, ou en l'occurrence, le postérieur qui a voulu casser l'internet. Pour beaucoup de gens, Kim Kardashian est une arriviste superficielle, obsédée par le luxe. On lui reproche d'être vulgaire, de promouvoir des standards de beauté irréalistes, d'escroquer son audience, de faire de l'appropriation culturelle, de vivre dans une bulle de petites filles riches, complètement coupée des réalités du peuple, comme lorsqu'elle a organisé une soirée sur son île privée en plein confinement. Mais par-dessus tout, ses détracteurs lui reprochent de n'avoir aucun talent. Et c'est vrai qu'à première vue, cette dernière accusation elle a l'air fondée. Regardez le top 10 des comptes Instagram les plus suivis. On y trouve des sportifs de classe mondiale comme Messi et Ronaldo, l'ancienne star du catch devenue l'acteur le mieux payé au monde, The Rock, des chanteurs comme Justin Bieber, Beyoncé, Ariana Grande et Selena Gomez. Kim Kardashian est la seule de la liste à ne faire ni sport, ni musique, ni cinéma. Elle est, selon la critique souvent répétée, célèbre pour être célèbre. You are all often described as famous for being famous. You don't really act, you don't sing, you don't dance, you don't have any, forgive me, any talent. Paradoxalement, réussir quand vous n'avez aucun talent visible génère encore plus de jalousie et de haine. Parce que les gens se disent, ça aurait pu être moi. C'est un des secrets de la popularité de The Rock dont je vous parlais dans une vidéo récente. Le mec a un physique tellement hors du commun que la moyenne des gens n'imaginent même pas qu'ils auraient pu être à sa place, et donc il n'y a pas vraiment de raison de se sentir jaloux. Mais les talents les plus importants dans notre monde, c'est pas juste faire entrer une balle dans un rectangle ou entonner la chansonnette. Il y a des talents qui sont bien plus puissants, mais qui ne sont pas aussi évidents sur la surface. Et c'est évident, si on regarde ses résultats, que Kim Kardashian possède un tel talent caché. Parce que même des stars planétaires comme Beyoncé ou Ronaldo sont très loin de peser 1 milliard. Et si vous pensez que la carrière de Kim Kardashian repose sur un coup de chance, il n'y a rien à analyser, il va falloir qu'on parle statistiques. Il y a 26 femmes qui sont devenues des milliardaires self-made aux États-Unis. Ça veut dire que Kim Kardashian avait de base une chance sur 6,4 millions de devenir milliardaire. Mais ok, vu comme ça, on pourrait admettre que c'est possible qu'elle a tiré le ticket de loto et qu'elle est devenue milliardaire par chance. Maintenant, quelle est la probabilité que deux sœurs deviennent toutes les deux milliardaires avec des business différents par pure coïncidence? La probabilité est de 1 sur 41 quadrillions. Parce que oui, sa demi-sœur, Kylie Jenner, n'a que 24 ans, mais en 2019, elle a revendu sa marque de cosmétiques Kylie Cosmetics pour 600 millions de dollars. Son statut de milliardaire n'est pas encore confirmé, mais avec une fortune à 700 millions de dollars à 24 ans, c'est évidemment que l'affaire de quelques années. Ajoutez à ça que l'autre demi-sœur de Kim, Kendall Jenner, est la mannequin la mieux payée au monde depuis 2017. Alors non, c'est pas juste de la chance. C'est pas juste l'avantage naturel d'être né dans une famille riche. Et c'est pas juste la chirurgie esthétique. Derrière l'empire des Kardashians, il y a une mécanique bien huilée. Et dans cette vidéo, on va la démonter pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. En 2007, Kim Kardashian se retrouve propulsée sur le devant de la scène suite à sa sextape avec le chanteur Ray J. Bon alors si comme moi vous n'avez jamais entendu parler de ce mec avant cette vidéo, Ray J c'est un chanteur de R&B et c'est sa relative notoriété qui va faire parler de la vidéo. Au moment du scandale, il a déjà sorti 3 albums, dont 2 sont rentrés dans le top 50 aux États-Unis. À l'époque, Kim Kardashian possède juste une boutique de vêtements en Californie qui s'appelle Dash et qu'elle a créée avec ses sœurs, Kourtney et Khloé. Elle a donc pu essayer d'utiliser le buzz pour faire parler de Dash, mais son agent va avoir une meilleure idée, dont je vous parle dans un instant. Cette idée est tellement brillante que cet agent est encore aujourd'hui accusé d'avoir volontairement fait fuiter la sextape. Là où ça devient encore plus étrange et un peu glauque, c'est que l'agent de Kim Kardashian n'est autre que sa propre mère, Kris Jenner. Mais cette théorie du complot n'est pas si absurde qu'elle en a l'air, parce que quelques années auparavant, une autre célébrité a vu sa carrière décoller grâce à une sextape. 30 days,
No money, no luxury, and no clue. En décembre 2003, l'émission de réalité The Simple Life met en scène deux jet-setteuses qui vont vivre chez des fermiers dans l'Arkansas et doivent faire des petits boulots pour gagner de l'argent. Ces deux jet-setteuses sont Nicole Richie et Paris Hilton. Sauf que, quelques jours avant la diffusion de The Simple Life, une sextape de Paris Hilton fait surface, entraînant un énorme buzz. Résultat, le premier épisode de The Simple Life fait un carton avec 13 millions de spectateurs, un des meilleurs scores de la chaîne cette saison, juste derrière les Simpsons. Pourtant, bon, le concept de deux citadines vont vivre à la campagne, même à l'âge d'or de la télé-réalité, c'est rien de révolutionnaire. À mon avis, on peut dire sans trop de risques que la sextape a rameuté du monde. Et donc, quelques années plus tard, la famille Kardashian décroche sa propre émission de télé-réalité avec un concept encore moins recherché, qui se résume plus ou moins à « Regardez-nous vivre notre vie quotidienne et nos dramas familiaux » et bim badaboum, devinez quoi? Une sextape de Kim fuite quelques mois avant la diffusion de l'émission. Ajoutez à ça le fait que Kim Kardashian est une amie de longue date de Paris Hilton, et elle a donc vu son ascension de près. Ajoutez encore à ça le fait que la sextape avait été tournée 5 ans plus tôt et a donc fuité à un moment extrêmement propice. Bref, la théorie commence à sembler crédible. C'était pas une simple coïncidence chanceuse, c'était un stratagème. Officiellement, ça n'a jamais été confirmé, mais Kim en est passé assez près dans son discours récent d'ouverture du Saturday Night Live. I only had that one movie come out, and no one told me it was even premiering. It must have slipped my mom's mind. Une des intrigues du tout premier épisode de leur télé-réalité, Keeping Up with the Kardashians, c'est justement la manière dont Kim va gérer les retombées du scandale. Elle doit participer à un talk show, mais elle a peur qu'on lui parle de la sextape et elle ne veut pas être réduite à ça. Comment va-t-elle s'en sortir? Autant dire qu'au niveau récupération du buzz, c'est parfait. C'est encore plus fort que Paris Hilton, puisque la sextape permet non seulement de promouvoir l'émission, mais aussi de créer du contenu à haute valeur de divertissement pour le premier épisode. En plus, ça permet à Kim Kardashian de contrôler la perception publique. Si elle s'inquiète de l'image que lui donne la sextape, ça sous-entend qu'elle ne l'a pas fait fuiter elle-même en concertation avec sa mère. En réalité, si Kim avait vraiment peur d'être associée pour toujours avec cette sextape, il aurait été plus logique de choisir une storyline différente pour le premier épisode de son émission. Et donc là, on est déjà sur un marketing qui est plus subtil qu'il en a l'air. Parce que Kim doit trouver à la fois un moyen de capitaliser sur la sextape et en même temps s'en distancier. Un exemple de cette stratégie se trouve dans le 4e épisode de la première saison, où Kim doit poser pour le magazine Playboy. Au début de l'épisode, la maman Kris Jenner vient voir Kim et lui présente la séance photo comme une grande opportunité, parce que Playboy c'est évidemment une institution. Kim se montre hésitante, mais sa mère insiste. C'est une forme de good cop, bad cop. Kim peut utiliser sa sexualité à fond, tout en maintenant une image relativement innocente, parce que c'est sa mère qui l'y pousse et qui en prend donc toute la responsabilité. Not taking my top off, I'm not doing this, I'm not doing that, I'm just not that comfortable being nude. Mais ça ne s'arrête pas là. Après un premier shooting où Kim refuse de poser nue, elle reçoit un appel de Hugh Hefner, le fondateur de Playboy, en personne. Elle se déplace donc pour le rencontrer dans le célèbre manoir Playboy. Et à ce moment-là, il y a une réplique absolument géniale où Kim joue son personnage de jeune innocente à fond et dit essentiellement à sa mère de se rhabiller. You are practically naked, pull your top up. Je rappelle qu'elle est littéralement au manoir Playboy pour discuter de poser nue pour le magazine afin de capitaliser sur la notoriété de sa sextape. Mais elle joue la réticence et Hugh doit la convaincre de poser nue en expliquant que Marilyn Monroe était dans le tout premier numéro de Playboy, publié en décembre 1953. Donc, une fois de plus, Kim capitalise sur le sexe, mais c'est jamais son idée. Elle se laisse convaincre d'abord par sa mère, puis par les photographes de Playboy, et enfin par Hugh Hefner en personne. Et ça, c'est une stratégie marketing clé étant donné le public cible de la famille Kardashian. Une actrice porno n'a pas besoin de faire semblant d'avoir des hésitations, parce que son marché cible, c'est les hommes qui vont la regarder. Mais le marché cible de Kim Kardashian, c'est pas vraiment les hommes qui vont la voir dans Playboy, ce sont les femmes qui regardent son émission. Donc l'intérêt d'être dans Playboy, ce n'est pas d'attirer des mâles en chaleur, c'est d'être officiellement reconnu comme un sex symbol. Le client cible de Kim Kardashian, c'est pas quelqu'un qui rêve de coucher avec elle, c'est quelqu'un qui rêve d'être à sa place. Le client cible de Kim Kardashian, c'est pas quelqu'un qui la désire, c'est quelqu'un qui veut être désiré. Et c'est pour ça que Kim Kardashian veut maintenir, au moins au début, cette image semi-innocente. La fan des Kardashian devant sa télé ne s'imagine pas poser toute nue devant un photographe. Donc si Kim était parfaitement à l'aise avec ça, la téléspectatrice ne pourrait pas s'identifier à elle. Et pour être clair, c'est pas une question d'homme ou de femme. De ce que j'ai pu observer, la plupart des admirateurs de Arnold Schwarzenegger, ce sont pas des femmes qui disent « il est trop beau avec ses gros muscles », mais ce sont des hommes qui disent « j'aimerais bien avoir des gros muscles comme lui ». On parle d'une dynamique fondamentale de la célébrité. Quand vous êtes un objet de fantasme, il y a des fans qui veulent coucher avec vous, mais il y a aussi des fans qui veulent être comme vous. Et c'est à cette deuxième catégorie que vous pouvez vendre le plus de choses. Quand Daniel Craig touche un gros chèque pour promouvoir une bière ou une marque de montre, le marché cible, c'est pas les femmes qui trouvent qu'il a de beaux yeux bleus, c'est les hommes qui veulent imaginer qu'ils sont aussi cool que James Bond. Et le marché cible de Kim Kardashian, ce sont les femmes qui ont envie de se sentir aussi sexy que leur idole.
People are asking, what in the world was Kim Kardashian wearing? Le 13 septembre 2021, Kim Kardashian arrive au Met Gala dans cette robe. Pour référence, sa sœur portait ça, et Kim elle-même portait ça l'année précédente. Donc autant dire que le choix de sa tenue tranchait pas mal avec l'ambiance. Le Met Gala, c'est à la fois la mecque de la mode et un des événements les plus sélects au monde. Les tenues des invités sont décortiquées par la presse people, et celle de Kim Kardashian va évidemment déchaîner les passions. Il y a ceux qui trouvent la tenue moche, ceux qui pensent que c'est génial, et ceux qui y voient carrément une signification philosophico-politique. Par exemple, Kim repostera le tweet d'un fan qui déclare « Pour quelqu'un qui est toujours critiqué pour être excessivement sexuel, Kim a montré qu'elle pouvait couvrir chaque centimètre carré de son corps, et elle sera quand même critiquée et moquée. C'est ça, la culture américaine. » Mais la plupart de ces commentateurs sont passés à côté du vrai message, qui est que la silhouette de Kim Kardashian est tellement emblématique que même déguisée en Nazgûl du Seigneur des Anneaux, tout le monde la reconnaît. C'est un flex total. Elle nous dit « Vous croyez que je suis célèbre parce que je fais du bling bling et je montre mon cul ? Eh bien je vais me pointer au plus gros événement de l'année, sans un seul bijou, le visage masqué et sans avoir un centimètre de peau visible, et non seulement tout le monde va savoir exactement qui je suis, mais vous n'allez faire que parler de moi pendant une semaine. C'est l'équivalent d'un joueur d'échecs qui joue contre 10 adversaires en même temps, avec les yeux bandés. Il y a plein de gens dont le corps est un outil marketing, notamment les coachs de musculation et les influenceuses beauté. Mais combien de célébrités seriez-vous capable de reconnaître si on vous les montrait en ombre chinoise ? Le corps de Kim Kardashian est un logo. C'est un logo qu'elle a sculpté grâce à la chirurgie esthétique, même si elle s'en défend. What has been the weirdest rumor you've heard about yourself so far? That I have a fake butt. It's ridiculous. It's real, people. It's real. Cette silhouette très particulière, avec une taille fine mais des fesses volumineuses, est appelée slim thick, qu'on pourrait traduire par mince épais. C'est une silhouette qui est aujourd'hui devenue un standard de beauté, qui se retrouve chez d'autres célébrités comme Nicki Minaj. Pourtant, avant que Kim Kardashian ne devienne un phénomène de société, c'était rare de trouver des silhouettes slim thick dans les médias. On voyait surtout le corps traditionnel de la mannequin très fine, y compris dans les clips de rap et de raga. Kim Kardashian a rendu le slim thick populaire en même temps qu'elle gagnait en célébrité. Si vous cherchez le hashtag SlimThick sur Instagram, il y a plus d'1 million de résultats, et sur TikTok, c'est plus de 134 millions. Donc Kim Kardashian a accompli quelque chose d'assez rare. Elle a influencé les standards de beauté de toute une génération. Et quand vous modifiez les standards sur un marché, vous allez avoir beaucoup d'imitateurs. C'est tout le principe. Mais d'une manière ineffable, vous allez posséder cette tendance. Vous êtes l'original, le modèle, à qui tout le monde est comparé. En marketing, c'est ce qu'on appelle posséder la catégorie. Par exemple, toutes les montres connectées sont nécessairement comparées à l'Apple Watch, et toutes les voitures électriques à Tesla. Dans sa propre catégorie, Kim Kardashian a établi la même dominance. Et comme pour Apple et Tesla, c'est la fondation d'un business juteux. Au début de sa célébrité, la stratégie de monétisation de Kim Kardashian se résumait à « signez-moi un chèque et je parle de votre produit ». Kim would just take whatever endorsement opportunities she could get. Shoe Dazzle, Famous Cupcakes, Carl Jr.'s, Sugar Factory, Fusion Beauty, Quick Trim Diet Pills, Midori Liquor, Beach Bunny Swimwear, Charming Public Restaurants, and something called Perfect Skin. En 2008, elle anime WrestleMania. En 2009, elle donne des cours d'aérobic en DVD. En 2010, elle tourne publicité pour les fast-food Carl's Jr. en mangeant une salade de façon extrêmement sensuelle. Et la même année, elle lance une carte bancaire prépayée avec ses sœurs. La carte bancaire, intitulée Kardashian Card avec un K bien sûr, provoquera un tollé à cause de ses frais ridiculement élevés et sera annulée 2 semaines plus tard. Donc on peut dire que c'est assez brouillon. Mais on peut aussi imaginer que Kim ne savait pas vraiment combien de temps elle serait célèbre, et donc l'idée c'était de prendre un maximum de cash tant que ça durait. Avec le temps, elle a changé de perspective. Now, you just want to, if it's a product, you have to use the product, like the product, believe in the product. You know, you can't just like put your name on anything if you aren't actually using it. Mais les placements de produits ont leurs limites. Vous utilisez votre célébrité pour construire la marque de quelqu'un d'autre. Pour faire une vraie fortune, un influenceur doit posséder la marque. Selon certaines sources, Kim Kardashian pourrait récolter jusqu'à 500 000 $ avec un seul placement de produit sur Instagram. Mais ces entreprises sont valorisées à des centaines de millions de dollars. Quand vous possédez l'actif, ça rajoute quelques zéros au calcul. C'est pour ça que je conseille toujours aux créateurs qui se lancent sur internet de choisir un créneau sur lequel ils n'auront pas besoin de se reposer sur des sponsors. Si vous pouvez vendre directement à votre audience, vous pouvez gagner beaucoup plus d'argent avec une audience beaucoup plus petite. Et vous serez aussi beaucoup plus libre dans votre contenu parce que vous n'aurez pas à vous inquiéter d'être démonétisé. Si vous voulez apprendre comment faire ça, cliquez sur le lien en haut de la description de cette vidéo et entrez votre email. Je vous enverrai ma formation gratuite de 7 jours sur comment construire votre audience sur internet et gagner de l'argent avec. Aucun engagement, et vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Ok, j'ai fait appel à mon Kardashian intérieur pour insérer une section auto-promo en plein milieu de ma vidéo, ce que je fais très rarement. Revenons maintenant à notre sujet. Dès 2009, Kim lance sa propre marque de chaussures, Shoe Dazzle, et elle commercialise son tout premier parfum nommé Dashing, en référence à sa boutique de vêtements Dash. Donc dès ce stade, on voit que l'axe central du business de Kim Kardashian, ça va être la beauté. Et la beauté, c'est un très bon marché. Une manière de schématiser la situation, c'est qu'il y a 3 niveaux de marketing, chacun étant plus puissant que le suivant. Le premier niveau, c'est la logique.
À ce niveau, les consommateurs cherchent le meilleur rapport qualité-prix, donc il est quasiment impossible de faire beaucoup de marge. Le deuxième niveau, c'est l'émotion, qui vous permet de vendre plus cher parce que les gens sont prêts à payer plus pour une certaine expérience. Et finalement, le troisième niveau, c'est l'identité, qui correspond aux produits qui projettent une certaine image de la personne qui les possède, et pour lesquels les gens sont prêts à payer des sommes aussi larges que leur ego. Donc si on prend un produit comme une Tesla, l'argument logique serait de faire des économies d'essence, l'argument émotionnel serait de protéger l'environnement et d'avoir un plaisir de conduite. Et l'argument identitaire serait d'être le genre de personne qui possède une Tesla, un membre d'un club cool et branché sur la technologie. C'est important de comprendre que d'un point de vue concurrentiel, n'importe quel constructeur automobile peut faire une voiture électrique. Donc ça c'est l'argument logique. Et beaucoup ont des ingénieurs capables de créer une bonne expérience de conduite, qui est l'argument émotionnel. Mais personne d'autre ne peut vous donner l'identité d'être quelqu'un qui roule en Tesla. Porsche peut vous donner l'identité de rouler en Porsche, mais c'est pas exactement la même chose. Donc vendre sur l'identité, c'est une manière de créer un avantage compétitif impossible à copier. Et c'est important, parce que ça veut dire que vous pouvez vendre plus cher et avoir de grosses marges que vos concurrents seront impuissants à venir grignoter. Alors bon, je vous ai parlé de bagnole pour apaiser mon audience masculine, mais évidemment, dans le cas des Kardashians, les produits identitaires sont les vêtements, les cosmétiques et les parfums. Ce sont trois catégories qui sont intimement liées à l'identité que veut projeter la personne qui les achète. Et donc, même si une entreprise chinoise peut probablement copier les vêtements de Kim ou le maquillage de Kylie, une cliente sera prête à payer beaucoup plus cher pour l'original, parce qu'elle veut être le genre de personne qui fait partie de ce club, pas une crevarde qui porte des marques de seconde zone. Donc ce genre de produit peut se vendre beaucoup plus cher que ses coûts de production et générer des marges monstrueuses tant que vous êtes associé à la bonne image. Le problème, c'est que si vous ou moi devions lancer une marque de cosmétiques demain, on devrait dépenser peut-être jusqu'à 3/4 de notre marge pour payer des influenceuses qui vont promouvoir notre marque et lui donner une identité, parce que pas d'identité, pas de marque. C'est là que ça devient un business absurdement rentable pour une influenceuse de posséder sa marque, puisque cette promotion devient gratuite, et donc toute la marge rentre dans sa poche. L'Oréal dépense des millions pour emprunter l'identité glamour d'Eva Longoria. Mais évidemment, cet effet identitaire est 10 fois plus puissant quand la marque est à la fois possédée par une influenceuse et porte son nom. Pour les fans de Kim qui achètent ses produits, il ne s'agit pas uniquement d'être belle, il s'agit de se rapprocher de leur Kardashian intérieur, avec tout ce que ça implique, de glamour, d'ambition, de succès, de confiance en soi et de sexualité décomplexée. Aucune autre marque ne peut leur vendre ça. Et là, la difficulté, c'est que la réputation de Kim Kardashian repose sur le fait d'avoir un corps sans égal. Et donc, par définition, c'est pas vraiment atteignable par la moyenne des gens. Kim Kardashian's look is not at all effortless, despite what the media would like you to believe, and it's definitely not attainable for the average person. She has a lot of resources that we don't, like an entire team of people just dedicated to making sure she looks perfect. Personal trainers, private chefs, nutritionists, makeup artists, plastic surgeons. Mais si vous ne pouvez pas atteindre les standards créés par votre idole, à quoi bon acheter ces produits ? Une partie de la réponse de l'Empire Kardashian est d'expliquer que oui, vous pouvez y arriver. La vidéo la plus vue sur la chaîne YouTube de Kim Kardashian est un tuto intitulé « Kim fait son propre maquillage ». Ça démontre une conscience très claire de l'objection potentielle. Oui, vous savez bien que je ne fais pas mon maquillage moi-même en général, mais si je voulais, je pourrais. Et donc c'est faisable pour vous aussi. C'est pour la même raison que Kim nie avoir eu recours à la chirurgie pour modifier la forme de ses fesses. Ça doit être perçu comme atteignable pour qu'elle puisse vous vendre des cours de sport. Do you think that you are promoting unattainable standards of beauty in any way? No, I don't. Because I think we get up, we do the work, we work out. Donc implicitement, acheter un produit estampillé Kardashian, c'est une manière de rentrer dans le clan. Et bon, j'ai dit implicitement, mais parfois ça devient très explicite. En 2014, Kim Kardashian lance un jeu free-to-play intitulé Kim Kardashian Hollywood. So hot. Buy it and get going. En 5 jours, l'application rapporte 1,6 million de dollars. Au bout de 3 mois, elle cumule presque 23 millions de joueurs et plus de 43 millions de dollars de chiffre d'affaires. 3 ans plus tard, le jeu avait rapporté 200 millions de dollars au total. Mais alors en quoi consiste ce jeu qui a rapporté autant d'argent ? Eh bien vous avez peut-être déjà entendu parler de jeux comme Flight Simulator ou Euro Truck Simulator. Eh bien Kim Kardashian Hollywood aurait pu s'appeler Kim Kardashian Simulator. Parce que c'est exactement ce dont il s'agit. Voyons comment l'App Store nous vend le jeu. Crée ta propre histoire. Choisis ton destin. Star du cinéma, top modèle, styliste, etc. Deviens célèbre et sillonne le monde entier pour découvrir des clubs, boutiques et villas de luxe à Los Angeles, Tokyo, Paris et ailleurs. Fonde une famille virtuelle et devient une véritable star. Une autre analogie, toujours pour pas perdre mes spectateurs masculins, serait le mode carrière de FIFA. Essentiellement, la proposition de valeur de ce jeu, c'est de devenir célèbre et de vivre une vie glamour comme celle de Kim Kardashian, que vous pourrez d'ailleurs rencontrer dans le jeu. You clearly have talent, and since you don't have a momager, you might as well have a manager. And who knows? Maybe one day you'll have your own show too.
Notez que le terme momager est une contraction de mom et de manager, et c'est le surnom de Kris Jenner dans la série. Au passage, Kris Jenner, qui est la maman et le principal cerveau derrière tout cet empire, a essayé de déposer officiellement le terme sans succès parce que quelqu'un avait déjà une marque similaire. Donc si on devait résumer la philosophie Kim Kardashian, c'est un mélange de libération sexuelle, d'ambition, de goût du luxe, une obsession pour l'apparence en général et le corps en particulier, saupoudré d'un peu de progressiste en mode West Coast américaine, avec une préoccupation pour les génocides arméniens et les droits des prisonniers aux États-Unis. Pour un certain type de personne, c'est un message puissant. C'est une philosophie d'affirmation personnelle qui dit « assumez qui vous êtes et n'ayez pas peur d'aller prendre ce que vous désirez », parce que vous le méritez. L'équivalent masculin de cette philosophie serait certains sportifs, comme par exemple Conor McGregor, qui eux aussi brisent les tabous de la société, en l'occurrence autour de la violence, affichent une ambition décomplexée, prennent soin de leur apparence quitte à envoyer une image bling bling, et ont accompli ce succès démesuré grâce à leur corps, qu'ils ont cultivé jusqu'à l'extrême de son potentiel. Ce type de célébrité est quasiment indestructible, parce que leur marque repose justement sur l'idée qu'ils vont faire ce qu'ils veulent, quoi qu'en disent leurs nombreuses critiques. Et ça c'est un message incroyablement puissant pour leurs fans, qui, comme la plupart d'entre nous, sont excessivement inquiets de ce que les gens pensent d'eux. Alors si vous voyez une contradiction à acheter un produit pour ressembler à une célébrité et cultiver une image qui dit « j'assume qui je suis », bienvenue dans la complexité de la nature humaine. Kim vous fera rager encore plus fort en sortant un livre photo contenant 325 pages de selfies. Et évidemment, la presse s'est fendue de dissertations sur la culture narcissique au XXIe siècle, mais ils sont largement passés à côté de la blague. Le message c'est « vous trouvez que je suis superficiel, j'assume, je renchéris, je fais tapis, et je n'ai absolument rien à faire de vos critiques. » Et le message est passé. Par exemple, Lena Dunham, qui est devenue le prototype de la créative féministe hipster new-yorkaise en créant la série Girls, autrement dit aussi loin de la culture Kardashian que possible, a posté un selfie avec le livre, dont la description est la suivante. Selfie avec selfish. Hashtag, oui je l'ai acheté. Entre parenthèses, je soutiens les expérimentations sur l'identité féminine, / suis une étudiante de la pop culture, / je refuse d'avoir honte. Le succès du livre Selfish, qui a apparemment vendu plus de 125 000 exemplaires, n'a pas grand chose à voir avec les duckface de Kim qui remplissent ses pages. Et ce succès a tout à voir avec la jouissance de faire exactement ce que vous voulez, sans que personne ne puisse vous arrêter. Donc on a parlé du positionnement, de la monétisation et de la philosophie, mais on n'a toujours pas répondu à la question centrale qui tourne autour des Kardashians. Pourquoi ces gens sont-ils célèbres? Et la réponse est quelque chose qu'on a déjà évoqué, leur émission de télé-réalité. Are you serious? Literally, that's $75,000. What's wrong with you guys? My diamond earring came off in the ocean and it's gone. And there's people that are dying. Donc même si on a déjà mentionné Keeping Up with the Kardashians, ça vaut le coup d'essayer de vraiment comprendre pourquoi autant de gens veulent regarder cette famille vivre sa vie. Parce que même si la série a été lancée par la sextape, ça n'explique absolument pas sa longévité, puisqu'elle a duré 15 ans et 20 saisons. En réalité, l'émission doit son succès à une formule bien huilée qu'on peut reconnaître dès le tout premier épisode de la série. Après un zoom sur ses fesses dès l'intro, comme ça, Kim décrit sa famille en ces termes. 6 kids and 2 crazy parents. We're the modern day Brady Bunch with a kick. Brady Bunch, c'est une sitcom totalement inconnue en France, alors pensez plutôt à Notre Belle Famille ou à Malcolm en version famille nombreuse. Et rien qu'avec cette petite phrase, Kim a déjà fait la moitié du boulot d'analyse pour moi. C'est un format sitcom, c'est-à-dire une famille dont chaque membre a une personnalité haute en couleurs, qui vont vivre des aventures et des conflits chaque semaine avant de se réconcilier en fin d'épisode. Donc, pour vous donner une idée, parmi les intrigues de ce premier épisode, Kim est invitée sur un talk show mais elle a peur de devoir parler de sa sextape, Kris a découvert que Scott trompait Courtney, Bruce n'a pas envie qu'il y ait une grosse fête pour leurs 16 ans de mariage, mais bien sûr les autres membres de la famille veulent avoir la grosse fête, Kris et Courtney arrivent à la fête bourrées parce qu'elles ont goûté des alcools chez un caviste, Kim porte une robe qui appartient à Chloé. Donc c'est un format de sitcom classique avec des enjeux assez bas et des personnages qui en font toute une montagne, mais sur un ton beaucoup moins tout public, puisque la formule Kardashian ajoute du sexe, plus ou moins explicite, avec par exemple ce fameux zoom sur les fesses de Kim et de nombreuses allusions à la sextape, de la vulgarité avec par exemple Chloé qui blague sur la vasectomie de Bruce, du luxe et du mondain, le caviste, le bijoutier, les coulisses du talk show, la fête avec la fondatrice des Pussycat Dolls. De manière standard, on a des mini-arcs narratifs qui créent du suspense pour donner envie au public de rester jusqu'à la fin de l'épisode. Ces différents arcs narratifs aboutissent à une heureuse résolution, ce qui donne un côté feel-good à la série. Par exemple, Kim est invitée à un talk show où elle va parler de sa sextape, et après l'enregistrement, elle a surmonté le défi, elle est soulagée, elle va fêter ça en allant faire du shopping. Ou alors l'arc narratif où Kris révèle à Courtney qu'elle a vu Scott avec une autre fille, et bien on découvre que Courtney est déjà au courant, et à l'époque ils étaient pas ensemble, et que ce n'est pas une infidélité, mais juste un quiproquo dans la plus grande tradition de Molière.
Comme dans n'importe quel sitcom, chaque protagoniste a sa personnalité et ses objectifs. Kim est l'ambitieuse qui doit réussir à transformer son buzz accidentel en réel succès. Courtney, c'est la mère de famille dont les aspirations simples sont mises en danger parce que le père de ses enfants est alcoolique. Chloé, c'est la grande gueule rigolote du groupe, toujours prête à faire une blague de cul. Kylie et Kendall sont deux ados avec des problématiques d'ados. Chris est la maman manageuse, intransigeante qui doit apprendre à équilibrer la vie pro et la vie perso, tout en gérant les carrières de sa famille haute en couleurs. Et finalement, Bruce Jenner, c'est le papa cool qui se fait un peu trop piétiner par les autres, ce qui est, au passage, le rôle classique du père de famille dans les sitcoms. La blogueuse Kate Nibbs explique comment cette formule l'a séduite dans les premières saisons. Je trouvais le format proche d'une brochure publicitaire, incroyablement relaxant. Quand ils se disputaient, c'était depuis un chalet de ski. Quand ils se racontaient des ragots, c'était autour de salades fabuleusement énormes. Et à peu près 40% du show est constitué de plans généraux qui montrent le paysage californien. Le drama avait toujours de faibles enjeux et était toujours rapidement résolu. Une majorité des scènes prenaient place dans des manoirs caverneux ou au bord de yachts de luxe au large de la Thaïlande. Chaque confessionnal avait l'air d'avoir été filmé avec un filtre Snapchat, chaque broutille racontée par des jet-setters parfaitement habillés. C'était un anesthésiant télévisuel parfait, une excellente émission à regarder d'un œil en scrollant Instagram. Le succès et les visages de la famille changeaient énormément entre les années, mais l'émission gardait son ton merveilleusement banal. J'imagine que cette description ne parlera pas de la même manière à tout le monde, mais je pense qu'on peut tous reconnaître l'émotion qu'il y a derrière. C'est la télé confort, l'émission qui vous aide à débrancher votre cerveau et à vous détendre grâce à un format familier et répétitif. Les sitcoms jouent systématiquement sur ce tableau, mais c'est aussi le cas de beaucoup de chaînes YouTube. Donc c'est déjà un bon début pour fidéliser l'audience, et l'émission aurait pu durer pas mal de saisons sur cette formule. Le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de sitcoms qui atteignent les 20 saisons. Et donc l'émission va progressivement évoluer vers un autre format, qui lui est connu pour durer pour toujours, le soap opéra. Cependant ça ne change rien au fait qu'elle n'est pas notre fille. Le soap, c'est un format qui a toujours été conçu pour faire des placements de produits. C'est dans le long, c'était à l'origine pensé pour vendre du savon. Le format doit répondre à deux impératifs. Fidéliser l'audience pour qu'elle soit là 5 fois par semaine, et réduire les coûts de production au maximum. La conséquence, c'est que le mode de production du soap est ultra industriel. 5 épisodes par semaine, toute l'année. Si vous trouvez que les comédiens de soap jouent mal, c'est parce qu'ils ont à peine le temps d'apprendre leur dialogue, et surtout parce qu'ils n'ont droit qu'à une seule prise. Et comme il faut faire revenir le public chaque jour, les scénaristes font absolument n'importe quoi. Imaginez si vous deviez renouveler une série comme Les Feux de l'amour, qui en est à 12 000 épisodes. Donc le soap propose des péripéties allant des petits soucis du quotidien aux aventures les plus délirantes. On voit tout, des meurtres, du sexe, de la drogue, des jumeaux maléfiques interprétés par le même acteur en chant contre chant, des résurrections, des enlèvements par les extraterrestres. Bref, c'est un bac à sable décomplexé. Pour la petite anecdote, la télé-réalité est d'ailleurs née des cendres du soap comme une alternative encore moins chère à produire. Ça permet de tourner beaucoup de contenu à la chaîne, sans scénariste, et souvent sans vraiment payer les acteurs. La toute première émission de télé-réalité, The Real World, a été créée par des producteurs qui venaient du monde du soap et apportaient toutes leurs ficelles. Et il y a un lien de parenté direct entre cette émission et celle des Kardashian, qui partagent certains producteurs. Et donc, comme tout bon soap, la série Kardashian va proposer des drames et des heureux événements, de plus en plus extrême. Kim se marie et divorce au bout de 72 jours. Chloé se fait arrêter au volant en état d'ébriété. Le compagnon de Courtney est aux prises avec l'alcoolisme. L'ex de Chloé fait une overdose alors qu'elle s'apprêtait à divorcer. Kim épouse son ami Kanye West. Bruce Jenner fait une transition et devient Caitlyn. Right when we think we've run out of gas, someone will get pregnant, get married, get divorced. It's always so unexpected and so crazy. Mais ça ne s'arrête pas là. La série Kardashian a une dernière arme secrète pour capturer l'attention de son public. Un des épisodes préférés des fans de la série Friends est celui où Brad Pitt fait une apparition. Il était à l'époque marié à Jennifer Aniston, ce qui contribue au côté jubilatoire de l'épisode, puisqu'il incarne un mec qui déteste Rachel, le personnage joué par sa femme. I'm sorry, do you have a problem with me? I don't know. Do I? Do I? I think you do. La série des Kardashian va répliquer cette formule à la puissance 1000. Les guest stars ne sont pas juste là pour le clin d'œil. Ils deviennent des membres à part entière du casting. Quand Khloé Kardashian se met en couple avec le basketteur Lamar Odom, il apparaît dans 28 épisodes. Et Kanye West, lui, apparaîtra dans 33 épisodes. Beaucoup de télé-réalités fonctionnent sur une formule de vase clos. Parlons d'interaction entre l'émission, ses fans et le monde extérieur. Les candidats sont plus ou moins isolés dans leur petite bulle. Dans le cas des Kardashian, c'est exactement l'inverse. De la carrière de Bruce en tant qu'athlète connu, à la sextape, aux nombreux sportifs et rappeurs avec qui les filles vont sortir, les personnages sont des célébrités réelles avec une existence publique en dehors du show. Ça explique à la fois la longévité de l'émission, puisque ça permet de renouveler le contenu avec de nouveaux intervenants, mais aussi son impact culturel. Parce que ce qui se passe dans les Kardashians intéresse non seulement les gens qui regardent l'émission, mais aussi tous ceux qui sont intéressés par les univers avec lesquels ils s'entrecroisent. Par contraste, si vous ne suivez pas la saison actuelle de Koh-Lanta,
vous n'avez aucune raison de lire un article sur ce qui s'est passé dans l'épisode d'hier. Il n'y a pas d'intersection avec votre monde réel. En un sens, la série Kardashian fonctionne comme le Marvel Cinematic Universe, mais à l'envers. Chez Marvel, on commence par sortir des films solo, comme Iron Man, Thor ou Captain America, pour que vous créez un attachement au personnage. Et une fois que vous êtes converti, alors on vous vend la super réunion de tous les Avengers dans un énorme blockbuster. Les Kardashians, elles, font l'inverse. L'émission générale permet de lancer les différents membres de la famille qui pourront ensuite prendre cette base de fans pour créer des activités externes. Donc ça crée un cercle vertueux. La boutique Dash génère du contenu pour l'émission. L'émission génère de la pub pour la boutique. L'émission génère de l'argent qui finance le style de vie que l'émission met en scène. La célébrité grandissante permet de rencontrer d'autres célébrités, de les intégrer au casting, ce qui décuple l'aura des Kardashians, ce qui permet encore plus de monétiser l'audience. La réussite des Kardashians devient un gage de respectabilité, tout en finançant encore plus leur mode de vie glamour. Une fois que ce cercle vertueux est lancé, il n'y a plus qu'à créer des spin-offs, qui sont l'équivalent des films solo chez Marvel. Parce que oui, la série Kardashian a eu pas moins de 11 spin-offs. 3 spin-offs suivent les sœurs dans l'ouverture de nouvelles boutiques Dash à Miami, New York et les Hamptons. Je ne sais même pas si on peut encore appeler ça du placement de produits, quand il n'y a pas d'émission sans produit. Autre exemple de storytelling autour des produits de Kardashian, dans le spin-off qui suivait Khloé à l'époque où elle était en couple avec le basketteur Lamar Odom, on a un épisode entier qui chronique la réflexion du couple sur la création d'un parfum unisexe, qui sera plus tard commercialisé sous le nom Unbreakable. Et ça ne s'arrête pas là. Les spin-offs permettent aussi de propulser les personnages secondaires. Scott Disick, le compagnon / ex-compagnon / père des enfants de Courtney, a aussi eu droit à son propre format, Flip It Like Disick, une émission de rénovation comme Maison à vendre ou Les As de la déco. Et bien sûr, la momager, Kris Jenner qui a la main dans toutes les tambouilles, et productrice exécutive de la série. Ce système de spin-off permet de raffiner l'image de chaque Kardashian pour faire évoluer sa marque, tout en monétisant son vécu. Par exemple, après son spin-off Khloé & Lamar, Khloé Kardashian va lancer une émission de remise en forme et de relooking. C'est une manière assez directe de capitaliser sur le vécu de Khloé, qui a toujours été considérée comme la moins jolie des Kardashians, notamment parce qu'elle était un peu plus ronde que ses sœurs. Mais depuis 2014, elle s'est littéralement transformée, et même si les traces de chirurgie sont évidentes, sa perte de poids lui a permis de sortir de nouveaux produits, comme un livre et une marque de jeans, qui a fait $1 million le jour de son lancement. Cette perte de poids sert de raison d'être à son émission Revenge Body, puisqu'elle nous dit qu'elle a réussi à maigrir grâce au sport, donc nous aussi, on peut le faire. Et le mélange entre le vécu de Khloé et la ligne éditoriale de l'émission va encore plus loin. Une des thématiques récurrentes de Revenge Body, c'est que les participantes ont été trompées, ce qui a aussi été le cas de Khloé, comme la série principale l'a évidemment chroniqué en détail. Bref, tout ça est connecté. Dans le monde des Kardashian, tout couple est un crossover. Toute séparation est un futur spin-off. Tout événement est un contenu. Tout contenu peut donner lieu à un produit. Et tout produit a droit à son making-of. La machine tourne et tourne et tourne jusqu'à dévorer toute une frange de la pop culture américaine, avec un impact qui va bien au-delà des frontières du pays de Chuck Norris. Et j'ai Kourtney Kardashian, donc la sœur, qui me regarde qui fait « Oh ». Ah, ça fait mal. Et là, ah, ça fait mal. C'est le principe de cette vidéo, c'est vrai, je suis en bravo. mode « Mais c'est fou, On est avec toi, on est avec je toi. vous aime trop. Je vous ai tellement donné mon argent et mon temps. C'est fou, tu me dis non ». En 2017, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans les milieux intéressés. Kylie Jenner est enceinte du rappeur Travis Scott. Mais, surprise, vous n'allez pas suivre sa grossesse dans l'émission des Kardashians. Elle va la passer enfermée dans sa villa, bien à l'abri des paparazzi, et se retirer des réseaux sociaux. Sauf que, 3 jours seulement après l'accouchement, Kylie publie une vidéo intitulée « À notre fille » sur YouTube. La vidéo fait 25 millions de vues en 24 heures, et trône aujourd'hui à plus de 100 millions de vues. Et ça devient une preuve de concept du nouveau modèle de la famille Kardashian. La vidéo commence par la naissance de Kylie, accompagnée par quelques notes de piano. On a droit à des images de sa romance avec Travis Scott, des témoignages de ses amis, et bien sûr les images des échographies de sa fille. On y voit aussi Kylie qui tient le nouveau-né de Kim Kardashian et Kanye West dans ses bras, avec bien sûr la petite touche de vulgarité à la Kardashian lorsque Kim lui annonce « Une partie de ces images sont passées à la moulinette d'un filtre de basse résolution, ce qui donne un grain qui rappelle les vieux films de famille filmés au caméscope. Et tout ça est très émouvant, mais on n'oublie pas non plus de vendre le lifestyle. On nous montre les coulisses des concerts de Travis Scott, les amoureux font du bateau, les repas de famille se déroulent dans les villas, Kylie pose devant un mur composé de plusieurs centaines de roses, et dès sa naissance, la petite Stormi Webster a une paire de Nike Air Jordan qui l'attendent. 2 jours après la vidéo, Kylie Jenner poste la photo de sa fille sur Instagram. La photo obtient 18 millions de likes et devient le post le plus liké d'Instagram, un record qui restera invaincu pendant près d'une année entière. Finalement, on s'y attendait, mais peut-être pas aussitôt, Kylie annonce que le bébé aura sa propre marque. Mais ce qui est le plus marquant dans cette affaire, c'est que Kylie a complètement court-circuité l'émission. Le contenu le plus juteux
n'a pas été gardé pour la source historique de la célébrité des Kardashians, mais a été posté directement sur les réseaux sociaux. Pour les initiés, cette décision signalait le début de la fin de l'émission télévisée. Et en effet, l'épisode final est arrivé quelques années plus tard, en juin 2021. Il y a une logique à ça, parce que les milliards des Kardashians sont venus de leurs marques, qui vendent directement à leurs fans et éliminent les intermédiaires. Et maintenant, il est temps de faire la même chose avec leur contenu. Avant Facebook, Twitter et Instagram, les fans devaient suivre la presse People pour découvrir des infos sur leurs stars fétiches. Mais aujourd'hui, les Kardashians postent ce qu'elles veulent, quand elles veulent, avec le bénéfice d'avoir un contrôle total sur les images qui sortent. Et quand un community manager poste accidentellement une photo qui n'est pas assez retouchée, elles essaient de la faire disparaître par tous les moyens. Les audiences de la série Kardashian ont décliné à partir de la saison 13, en grande partie parce que le contenu commençait à être cannibalisé par les réseaux sociaux des sœurs. Quand un épisode de la série prenait 3 à 6 mois à sortir, les événements avaient déjà été racontés sur Instagram depuis belle lurette. Le format n'était plus autant dans l'air du temps qu'il n'avait été en 2007. Et on ne devient pas une famille royale de la pop culture en s'accrochant aux vestiges du passé. Il était temps de passer à autre chose. La nouvelle phase a déjà commencé, avec un deal avec Disney pour produire une nouvelle émission de télé-réalité en streaming. Je parlais dans ma vidéo sur Jeff Cavalier de la difficulté de maintenir une marque personnelle quand son créateur part, vieillit ou en a simplement marre. Les Kardashians ont trouvé comment résoudre ce problème. Vu leur fécondité et leur capacité à lancer les nouveaux membres de la famille sur le devant de la scène dès le plus jeune âge, l'empire Kardashian a de beaux jours devant lui. Quand on sera tous vieux, il y a de bonnes chances que le nom Kardashian soit toujours une marque connue dans le monde entier, à l'image du personnage de Batman, qui a été incarné par 10 acteurs différents en 80 ans. Entre-temps, il y aura ceux qui pleurnichent qu'une telle sous-culture soit si populaire, et ceux qui ouvriront leur esprit et qui prendront des notes. En ce qui me concerne, j'ai choisi mon camp. La leçon la plus simple qu'on peut tirer des Kardashians, c'est que si vous avez une audience qui vous suit, vous pouvez leur vendre une infinité de choses. Monter des business basés sur la création de contenu comme cette chaîne YouTube, c'est ma spécialité. Si c'est quelque chose que vous voudriez apprendre à faire pour créer votre propre audience et en vivre, alors cliquez sur le lien qui est en haut de la description et entrez votre email. Je vous enverrai ma formation gratuite par email de 7 jours sur comment construire une audience sur internet et gagner de l'argent avec. Vous allez apprendre comment choisir la bonne idée, comment créer du contenu qui fait des vues et comment lancer votre premier produit payant. Comme toujours, il n'y a aucun engagement et si vous en avez marre de recevoir mes emails, vous pouvez vous désinscrire en un seul clic. À la prochaine.